Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si vous permettez, et dans le cadre des cours universitaires dispensés à la faculté polydisciplinaire SFI, département sciences économiques et de gestion, la licence en sciences économiques et de gestion, et tout particulièrement au niveau du semestre 6. L'élément de module intitulé l'audit. Aujourd'hui, on va traiter le 6e chapitre relatif au suivi des actions de l'audit. Une fois l'audit est matérialisé par un rapport suite à l'examen au niveau du terrain, on matérialise par le biais d'un document enregistré, un rapport. Ce rapport, il est communiqué d'une manière immédiate après l'audit au niveau de la structure auditée, ou bien maximum, un auditeur dans un délai d'1 mois doit transmettre le rapport pour la structure auditée. Il est convenu au niveau du rapport le plan d'action qui doit émaner de ce mandat d'audit. Donc, l'auditeur a la responsabilité de diffuser le rapport et prévoir la manière avec laquelle il sera traité et suivi d'un plan d'action. Mais le plan d'action, c'est la responsabilité de l'interface de l'audit au niveau de l'entreprise qui doit élaborer un plan d'action et le transmettre à l'auditeur pour le valider. La responsabilité du plan d'action émane du fait que des actions peuvent être claires qui émanent des dysfonctionnements et anomalies soulevés lors de l'audit, mais néanmoins, des fois des dysfonctionnements et anomalies dont les causes nécessitent des investigations, nécessitent un groupe de résolution de problèmes qui doit chercher les causes principales de ces dysfonctionnements et anomalies. Exemple, un dysfonctionnement relatif à l'absence d'une procédure dans un secteur donné, par exemple, absence de procédure au niveau de la fonction maintenance, correctif, préventif, prédictif. Donc là, l'action, elle est claire, élaborer et mettre en place une procédure. Donc, l'auditeur, elle est claire au niveau de l'action et ça ne nécessite pas une investigation pour trouver la source. Néanmoins, il y a des dysfonctionnements et anomalies qui nécessitent l'investigation et la recherche de la cause du dysfonctionnement et l'anomalie. Et ce n'est pas pendant l'audit terrain qu'on peut savoir la source du problème. L'auditeur il est incapable de savoir l'origine du problème et c'est pour cela que c'est l'affaire des audités qui doivent en groupe pluridisciplinaire chercher la cause. Néanmoins, l'auditeur, lors de la mission de l'audit, peut, en convenance avec les audités,
euh, se mettre d'accord sur l'action, lorsque il ne nécessite pas une certaine investigation pour trouver la source du problème. Pour ce qui est de l'élaboration du plan d'action, tout d'abord, il faut déclencher et animer une réunion pluridisciplinaire des différentes responsabilités et fonctions de l'entreprise qui ont une relation avec le dysfonctionnement et l'anomalie, et essayer avec une méthodologie de trouver les actions qui doivent être initiées pour remédier au dysfonctionnement et anomalies. Donc, on ne va pas lier l'investigation et la recherche de l'origine des dysfonctionnements et l'anomalie à une seule personne. Mais il faut qu'il y ait des différentes interfaces et tous les collaborateurs qui interviennent au niveau qui sont concernés par le dysfonctionnement et l'anomalie. On peut utiliser comme méthodologie, il y a des méthodologies qui sont propres à chaque structure. On peut citer l'exemple de 8D, les 8D qui est développé par la multinationale ST Microélectronique. On peut développer la méthode des YY analysis, c'est-à-dire les différentes causes, des causes du problème. On peut utiliser un brainstorming, c'est une remue-ménage qui consiste à citer toutes les idées qui sont potentielles être la cause du problème, et puis au fur et à mesure on va les évaluer, on va les hiérarchiser, et à la fin on doit garder la source des dysfonctionnements et anomalies en question. En principe, le dysfonctionnement et l'anomalie, il doit être mentionné d'une manière spécifiée par l'auditeur afin que l'origine du problème soit en relation avec la cause, avec l'effet du dysfonctionnement et anomalie. Comme ça, les actions ils seront efficaces et nous n'aurons pas une redondance du problème. Donc, au niveau de la formalisation de l'écart, l'auditeur il doit spécifier l'écart. Par exemple, un écart qui est mentionné d'une manière générale comme besoin de sensibilisation du personnel. C'est formulé d'une manière générale. Dans des cas, c'est ce que l'efficacité, dans ce cas-là, l'efficacité de la sensibilisation qui fait défaut. Néanmoins, dans l'action, on ne peut pas accepter comme action, initier une action relative à la sensibilisation du personnel. Mais on doit être explicite au niveau de l'action. Exemple, quel est le moyen par lequel on va réaliser la sensibilisation? Exemple, l'affichage des posters, l'affichage des pictogrammes pour sensibiliser, les témoignages et l'avis des victimes. Et puis, ce sont les réunions qu'on peut avoir directement suite à la réalisation du dysfonctionnement et l'anomalie. L'objet, ici, c'est
c'est d'agir sur le comportement et de le changer selon le dispositif adéquat que nous voulons mettre en place. Donc, l'action corrective et la mention de l'écart, il doit être mentionné d'une manière qui est spécifiée. Parce que des fois, on a des formalisations qui sont un peu d'ordre général, mais ce n'est pas spécifié. D'accord? Donc, le plan d'action, il comprend la description de la non-conformité ou l'écart mineur ou bien une piste d'amélioration. Donc, l'observation, elle est décrite. Puis, on va faire en sorte qu'on identifie l'origine du problème. L'origine du problème, comme on a dit, par le biais d'une méthodologie. Par exemple, le diagramme d'Ishikawa peut être utilisé pour identifier, hiérarchiser, évaluer et identifier les sources du problème. Une fois l'origine du problème elle est identifiée, parce que c'est très important, si on rate l'origine réelle à ce niveau-là, comme on a dit, l'action ne sera pas efficace. Donc, si l'action pour un dysfonctionnement relatif, on manque de rigueur pour l'application d'une procédure, l'origine de ce dysfonctionnement, les origines sont multiples. Ça peut être la procédure qui est inadéquate, ça peut être la procédure qui n'est pas disponible, ça peut être la démotivation du personnel, ça peut être une procédure qui ne répond pas et qui ne coïncide pas avec la réalité des différentes tâches qui sont exécutées au sein de l'entreprise. Donc, l'importance d'identifier l'origine du dysfonctionnement est indispensable. Puis, on va passer au deuxième élément, troisième élément, après le descriptif et l'origine de l'observation, on va passer à l'action immédiate. L'action immédiate, c'est l'action qui permet de stopper l'hémorragie, c'est-à-dire comment je vais faire en sorte que, une fois on a détecté le dysfonctionnement et l'anomalie, comment s'y mettre. On peut citer l'exemple d'une réclamation relative à une livraison de marchandises qui ne respecte pas les exigences et les limites de tolérance des clients. Par exemple, du papier dont la contenance en eau elle est inférieure ou bien elle est supérieure aux limites de tolérance. Donc du papier qui contient de l'eau en pourcentage important. La même chose pour des spécifications relatives à la qualité du produit chocolat, par exemple. L'élément déterminant ou bien parmi les caractéristiques spéciales qui déterminent la qualité du chocolat, c'est le beurre du cacao. Par exemple, il doit y avoir 10% du beurre de cacao au niveau du produit. Des fois, pour un produit non conforme, ça peut être en pourcentage inférieur au pourcentage spécifié qui est 10%, ou bien c'est une alternative, ou bien c'est une autre matière qui est utilisée au lieu de la matière qui est déterminante. Dans le cas du chocolat,
Par exemple, au lieu d'utiliser du beurre de cacao, on va utiliser de l'huile végétale. De l'huile végétale, il ne produit pas les mêmes qualités que le beurre du cacao pour le chocolat. Donc là, par exemple, s'il y a une réclamation dans ce sens-là, dans un premier temps, comme action immédiate, il faut changer la marchandise. Il faut changer le lot qui présente des dysfonctionnements, le non-respect des exigences. Donc l'action immédiate pour que les parties prenantes qu'ils ont subi une insatisfaction par rapport à leurs attentes, parce que nous avons plusieurs parties prenantes de l'entreprise. En plus de clients, il y a les fournisseurs, les salariés, les pouvoirs publics, les riverains, le bon voisinage des riverains, les autorités publiques, la communauté scientifique, ainsi de suite. Et chacun a des attentes bien particulières. Une fois on a prévu une action immédiate, on va passer à l'action corrective. L'action corrective, elle est en relation avec l'origine du problème. Et on doit prévoir les actions en question qui sont relatives à la source du problème qui a déclenché l'observation en question. Et donc, l'action corrective, il permet de corriger le dysfonctionnement ou l'anomalie qui a eu lieu. Donc, en relation avec le dysfonctionnement et l'anomalie qui a eu lieu. Et à la fin, on va voir que après 6 mois, 3 mois, 1 an, on ne doit pas avoir la redondance du problème. Si on a le problème qui apparaît une autre fois, cela veut dire que l'action n'a pas été efficace. Puis, on va passer, après l'action corrective ou les actions correctives, aux actions préventives. Les actions préventives, ce sont les dispositifs éventuels qu'on doit prévoir au niveau de l'action ou bien la fiche de résolution du problème, la fiche de non-conformité. Et dans l'aspect action préventive, on doit se poser la question comment faire pour ne pas avoir l'apparition d'une autre fois du problème, du dysfonctionnement et l'anomalie. Donc, bien que le dispositif est mis en place, il faut se poser la question, est-ce que ça ne vaut pas la peine de revoir la procédure qui est en relation avec l'observation pour la changer afin de verrouiller le problème et d'avoir un dispositif qui nous permet de surveiller, contrôler le dysfonctionnement et l'anomalie en question. Ça peut faire l'objet aussi des dispositifs qu'on peut prévoir au niveau de l'audit, surtout l'audit interne. Lorsque nous avons des checklists, on va faire en sorte que on se pose la question, est-ce que la checklist est-ce que ça ne vaut pas le problème de prévoir au niveau de la checklist un dispositif qui permet de surveiller, contrôler la non-apparition du dysfonctionnement et anomalie en question. Donc le préventif, il est très important. Autre exemple, pour des armoires électriques, on peut prévoir des actions correctives comme étant corriger ou bien réparer les armoires électriques lorsqu'ils tombent en panne. Mais néanmoins,
au niveau des actions préventives, on peut prévoir, par exemple, les vérifications et les contrôles périodiques. C'est potentiel que les dysfonctionnements et l'anomalie aient lieu, mais on ne va pas la laisser à ce qu'il apparaît. Mais périodiquement, on va faire l'entretien, on va nettoyer les armoires électriques et on va faire en sorte que le dysfonctionnement n'ait pas lieu. C'est le cas, par exemple, des vidanges des engins. Lorsqu'on change de l'huile usée, parce qu'il y a un kilométrage bien déterminé. 3000 km, 4000 km, mais on ne va pas laisser à ce que le moteur il va être abîmé. Et dans ce cas-là, on initie les actions correctives. Plus que ça, on peut prévoir des actions prédictives. Prédictives, c'est qu'on anticipe le dysfonctionnement. C'est le cas lorsque, au niveau des armoires électriques, on prend des photos infrarouges et on anticipe le temps quand est-ce que le dysfonctionnement il peut avoir lieu. Donc, dans 3 mois, 2 jours, 1 heure, il y a risque d'avoir une panne au niveau de l'armoire en question. Donc là, c'est l'action préventive et prédictive pour verrouiller le dysfonctionnement et l'anomalie. Après l'action préventive, il faut prévoir l'état d'avancement des actions. Aussi, le responsable de l'action qui va s'en charger de la réalisation de l'action. Il doit être mentionné d'une manière spécifiée et désigner le responsable qui va la réaliser. En plus de ça, un délai qui est fixé. En plus du délai qui est fixé, une date bien déterminée, il faut prévoir une case ou bien une colonne au niveau de l'information documentée relative aux actions de l'audit qui prévoit l'état d'avancement. C'est-à-dire, est-ce que l'action elle est programmée, en attente, en cours de réalisation? Est-ce qu'il a été réalisé? Des fois même, il faut se prononcer, surtout dans le cas des encours de réalisation des actions, il faut se prononcer par rapport au pourcentage. Donc l'action, elle est réalisée à 50%. L'action, elle est réalisée à 75%, ainsi de suite, pour qu'on ait une idée sur l'état d'avancement des actions. Est-ce que c'est totalement réalisé, ou bien partiellement réalisé, ou bien elle est en attente, n'a pas été réalisée. C'est comme ça qu'on doit être réactif et dynamique, et le plan d'action ne doit pas être statique. Il ne doit pas être statique. Il doit être revu selon les délais, les responsabilités et les réalisations de l'action. Il doit avoir des relances. Le responsable de l'audit au sein de l'entreprise doit relancer les responsables des actions, ainsi de suite. Dernier élément qui est important au niveau du plan d'action, c'est l'efficacité de l'action. L'efficacité de l'action, c'est vrai qu'il y a des actions à chaud, mais il y a des actions à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est après un certain temps, il faut se prononcer sur l'efficacité de l'action. Et comme on a dit, l'efficacité ne peut être prouvée que par la non-redondance du dysfonctionnement et l'anomalie une autre fois, dans le temps, à moyen, à long terme, ainsi de suite.
Parce qu'il se peut que dans un premier temps, nous sommes un peu enthousiastes et on respecte, on met en place l'action, mais un certain temps, une fois la mobilité elle a eu lieu, il se peut qu'on remarque un certain relâchement des différents responsables et on va retourner au dysfonctionnement et anomalies, aux situations de départ qui présentent des dysfonctionnements et des anomalies. Donc, au niveau toujours de l'efficacité, il faut prévoir quel est le moyen qui vous permet de se prononcer que l'efficacité elle est prouvée. Donc, sur quoi vous allez vous baser. Par exemple, sur une période de 6 mois, le suivi, le mesurage des phénomènes relatifs au dysfonctionnement et anomalies n'ont pas enregistré des dysfonctionnements et des anomalies dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, on est efficace. C'est l'un des éléments qui peuvent prouver l'efficacité et la performance de la fonction audit. C'est l'efficacité. Lorsque nous avons la redondance du problème, cela veut dire que quelque part au niveau de la résolution du problème, il y a eu on est passé à côté de ce qui doit se faire. Le plan d'action, c'est de l'information documentée, il doit se matérialiser par un document d'enregistrement. Comme on a dit, il comporte l'intitulé du dysfonctionnement et l'anomalie relative à l'observation qui sont mentionnés au niveau du rapport d'audit avec une référence, avec les différentes dates et les responsables audités. Aussi, il comporte les éléments qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire la description de l'observation, l'origine du dysfonctionnement et l'anomalie, et puis l'action immédiate, l'action préventive et prédictive, et l'état d'avancement de ce qui découle des différentes actions qui ont été prévues. Dernier élément, c'est l'efficacité. L'efficacité de l'action qu'on doit se prononcer sur ce niveau-là. La documentation, l'enregistrement relatif au suivi des actions, ce sont des documents qui sont dynamiques et non pas statiques. C'est-à-dire au fur et à mesure, on va les renseigner par la réalisation des actions et par comment prouver que l'efficacité elle a fait l'objet de l'action en question. Néanmoins, le responsable de l'audit au sein de l'entreprise est là. Comme tâche aussi, c'est de relancer, de suivre les actions arrivées à leur échéance. Une fois élaboré le plan d'action, on va l'envoyer au responsable de l'audit. Il est élaboré par l'interface au niveau de l'entreprise auditée, mais il va travailler, comme on a dit, en comité pluridisciplinaire pour l'élaborer. Il va l'envoyer à l'auditeur. L'auditeur, il va revoir le plan d'action qui lui a été soumis et en relation avec les causes et l'action qui sont prévues par rapport à l'observation,
il va trancher est-ce que l'action elle est objective ou non, est-ce qu'elle est en relation avec l'observation ou non. Si c'est oui, donc l'accord il est favorable, il faut commencer à réaliser les actions. Si il y a des remarques, des observations de l'auditeur par rapport à des aspects qui n'ont pas de relation avec les causes des dysfonctionnements et anomalies, il va demander des éléments de réponse et des compléments pour les actions en relation avec les causes, quitte à ce que des fois, ça nécessite une réunion entre auditeur et audité et le responsable du secteur qui a enregistré l'observation pour se mettre d'accord sur l'action, parce que c'est en relation avec les dysfonctionnements et l'anomalie qui ont été soulevés lors de l'audit. Voilà, d'une manière succincte, ce qu'on peut prévoir au niveau du chapitre 6 relatif au suivi de l'audit. J'espère que cette contribution, il va vous servir pour se familiariser et maîtriser les principes et les techniques du suivi d'audit. Sur ce, je vous quitte en vous donnant rendez-vous au niveau de la dernière séquence qui est relative au dernier chapitre qui est l'analyse des audits.